métier n'a rien à voir avec celui de prof. Moi, je suis un saltimbanque, en quelque sorte. Jamy Gourmaud, journaliste scientifique et animateur TV, célèbre les 4 ans du média Épicurieux qu'il a cofondé et publie l'Almanach 365 nouveaux jours avec Jamy. À cette occasion, il se confie en privé avec nous sur son statut de vulgarisateur scientifique star, sa vie de papa de 2 fils, et répond aussi à toutes les questions que l'on se pose, ainsi qu'à celles que l'on ne se pose même pas. Dans cet ouvrage 365 nouveaux jours avec Jamy, on découvre que le céleri n'est pas vraiment un allié minceur, mais aussi qu'on devient vieux à l'âge de 69 ans. Vous abordez de multiples thèmes, tous plus intéressants les uns que les autres. Pour écrire un tel livre, comment vous vous y prenez? Comment choisissez-vous les thèmes et les questions? C'est long. C'est long de construire un livre comme celui-ci et ensuite de l'écrire. On commence d'abord par trouver les sujets. Alors, trouver les sujets, eh bien, il faut être à l'affût de la petite info qui va circuler ici ou là à travers nos lectures et de se poser une question qui va amener une question insolite ou une question simple qui va entraîner une réponse insolite. Donc, il faut avoir cette tournure d'esprit et puis ensuite, eh bien, glaner ces sujets. Alors, on les récupère, on les note et ensuite, il faut les répartir au fil des saisons parce que c'est un almanach et on a essayé, dans la construction de cet ouvrage, de suivre un petit peu ce qui se passe au fil des saisons. Ce travail, je ne le fais pas tout seul. C'est un travail qui est dirigé par ma compagne, Manuela, et c'est elle qui a très très souvent les idées de sujets que l'on va traiter. Au risque d'en surprendre plus d'un, vous n'êtes pas scientifique. Alors Jamy, comment on passe d'une carte de presse de journaliste à prof de sciences sur les écrans? Alors, je ne suis pas scientifique, j'ai une formation littéraire, mais en parlant de science pendant maintenant un peu plus de 30 ans, j'ai acquis une culture scientifique. Vous avez dit comment on passe de journaliste à prof de sciences. Je suis toujours journaliste. Voilà, je suis journaliste, allez, plutôt scientifique, mais je n'ai jamais été prof. Et je ne prétends surtout pas l'être. Mon métier n'a rien à voir avec celui de prof. Moi, je suis un saltimbanque, en quelque sorte. Je m'exprime devant une caméra, je raconte des histoires ludiques. Chez l'enseignant, c'est différent. À la fin, il doit avoir passé en revue l'ensemble du programme, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je choisis mes sujets voilà, au jour le jour, quasiment, mais sans avoir l'obligation d'un programme. Et puis, moi, je m'adresse à tout le monde, hein, que ce soit les lecteurs, les téléspectateurs ou les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont entre, je sais pas moi, 5 ans et 90 ans. Voilà. Donc, j'ai pas de niveau, moi, à suivre. C'est pas le cas d'un enseignant. Et puis moi, j'ai la chance de pouvoir recommencer, de renouveler à chaque fois ce que je vais raconter. Donc aujourd'hui encore, après, comme vous dites, plus de 30 ans à faire ça, vous apprenez encore? Mais heureusement, et c'est ce qui me réjouit. Pourquoi je prends plaisir à faire ce métier? Parce que j'apprends encore, et j'apprendrai toujours. Vous avez passé donc quasiment 20 ans à voyager un peu partout dans le monde, pour C'est pas sorcier, puis pour Le Monde de Jamy. C'est quoi l'anecdote la plus folle dont vous vous souvenez? En 2001, avec C'est pas sorcier, nous faisions une émission sur les volcans. On allait tourner en Italie, sur l'Etna et puis dans les îles éoliennes. Et on a assisté au réveil de l'Etna. Alors aujourd'hui, l'Etna fait assez souvent parler de lui, hein. Il est encore entré en éruption l'été dernier. Mais à l'époque, il n'était pas entré en éruption, je crois, depuis la fin des années 70. La veille de son entrée en éruption, on était en train de marcher au bord du cratère qui va entrer en éruption quelques heures plus tard. On a assisté en pleine nuit à ce réveil. Ça a duré toute la nuit. On était au bord du volcan. Enfin, au bord du volcan, on était à 500 mètres du volcan. Il y a une expression que je sors souvent. C'est le volcanologue qui était à mes côtés qui m'expliquait ça. Donc on était
à plat ventre en train de regarder cette éruption. Et il me dit, là on est à peu près à 500 mètres du cratère, du cône. Voilà. Le cône fait 500 mètres de hauteur et la fontaine de lave, au moment du paroxysme, c'est-à-dire au moment où elle est la plus puissante, fait elle aussi 500 mètres de hauteur. Et ça, c'est un spectacle, mais grandiose. C'est fascinant. C'est inimaginable ce que l'on ressent. C'est beau, on ressent la chaleur, on ressent des odeurs, on sent le sol vibrer légèrement. Donc c'est très très fort, c'est très très puissant. Donc ça, c'est une anecdote qui m'a marqué avec C'est pas sorcier. Par la suite, avec le monde de Jamie, j'ai eu l'occasion de vivre des choses très très fortes aussi avec les volcans, de dormir au bord de l'Erta-Ale en Éthiopie et de dormir à moins de 10 mètres d'un lac de lave. La lave était à 6 mètres en dessous de nos pieds. Bon, c'est des choses qui marquent. Et puis, il y a plein d'autres anecdotes. Je me suis retrouvé une fois nez à nez avec un ours polaire. Bon, voilà, c'est des choses qui marquent. On vous a connu cantonné à votre camionnette et vos maquettes dans C'est pas sorcier, mais dans le monde de Jamie, vous voilà passer à l'action. Hélicoptère, volcan, comme vous venez de le dire. Vous alliez sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des moments où, justement, quand vous parlez du volcan, vous avez eu peur ? Oui, il y a des moments où j'ai eu, je veux dire, un peu peur, pas très peur, parce qu'on ne s'aventure jamais dans de telles conditions sans être préparé et sans être avec des experts. À chaque fois, j'étais avec des personnes, des scientifiques, qui connaissaient très très bien le terrain. Donc, et qui avaient suffisamment d'informations pour dire stop ou on continue. Pour ne pas avoir peur, eh bien, il faut travailler avec des gens qui ont toutes ces connaissances et en qui on peut faire confiance. Donc, quand on part sur ce genre de terrain, on ne part pas avec n'importe qui. Voilà. Et je vous racontais la fois où je me suis retrouvé nez à nez avec un ours polaire. L'ours était à 30 mètres de nous. J'étais à côté de Nicolas Dubreuil, qui est un expert du monde polaire, et donc qui m'a indiqué, qui nous a indiqué, parce qu'il y avait un cadreur aussi qui était à côté, la démarche à suivre, au cas où. On a eu beaucoup de chance parce que l'ours s'est arrêté, il a fait demi-tour. La démarche à suivre, c'était de se lever et de crier le plus fort possible. Se lever, lever les bras, rester groupé pour donner à l'animal l'illusion d'une créature plus forte. Est-ce que l'adrénaline de tout ça ne vous manque pas quand on y a goûté ? Ben, elle ne me manque pas parce que je continue. Il y a quelques semaines, j'étais à bord d'un Airbus A400M avec des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace en faisant des essais de cet avion qui est extraordinaire. On se prend quelques jets, voilà. Donc ça continue. Et puis au mois de juillet dernier, j'étais sur les volcans d'Islande. Donc non, ça ne me manque pas parce que je continue. Alors, c'est pas ce que je recherche. Encore une fois, je ne fais pas cette émission pour chercher l'adrénaline. Elle arrive parfois. Et puis, il y a des moments qui sont extraordinaires, même s'il n'y a pas cette adrénaline. C'est pas du tout l'objectif. Je m'en souviens pourquoi, parce que ça s'inscrit toujours dans une démarche liée à une émission. Le terrain, le cadre dans lequel on se trouve, va générer en plus de l'adrénaline. Mais ce n'est pas l'objectif premier, surtout pas. 20 ans à voyager et du coup 20 ans à devoir parfois être absent aux côtés de votre femme Manuela et vos fils Alex et Oscar. Vous avez confié avoir été marqué le jour où vous avez dit cette phrase « Je n'ai pas le temps de jouer avec toi ». Comment fait-on pour rattraper ce que l'on ne peut pas rattraper avec ses enfants ? On ne le rattrape pas. On ne peut pas le rattraper. Alors, j'ai dit ça et c'est drôle parce que mon épouse, Manuela, m'a dit « Mais pas du tout, tu as toujours été là ». J'ai eu sûrement, moi, la sensation de ne pas avoir été suffisamment là. C'est une sensation, mais je pense que j'aurais sûrement aimé être plus là, mais j'ai malgré tout été
beaucoup là. Elle m'a rassuré dans ce sens et ça m'a beaucoup soulagé. Et mes enfants aussi me l'ont dit. Mais non, papa, tu as toujours été là et ça a toujours été super. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'aurais dit. Ça veut dire que bien que j'ai été là, eh bien, j'aurais aimé l'être encore plus. Parce que même si mes enfants sont grands, quel que soit l'âge des enfants, on est toujours là. Alex et Oscar n'ont pas l'air, justement, comme vous le dites, de vous en avoir tenu rigueur. Et c'est plus une sensation que vous avez ressentie. Ils ont même choisi une voie scientifique. Du coup, avec un père star de la science, mais issu d'une filière littéraire, est-ce qu'on peut quand même dire qu'ils marchent dans vos pas? Leur volonté n'était pas de marcher dans mes pas. Je crois qu'ils ont suivi une filière scientifique, l'un et l'autre, parce qu'ils aimaient la science. On parlait beaucoup de science à la maison. Encore une fois, plus avec des mots qu'avec des formules. Eux, avec le cursus qu'ils ont suivi, sont sûrement beaucoup plus doués que moi avec les formules. Mais étant donné qu'on parlait beaucoup de science, l'intérêt pour ces sujets est venu naturellement. Pour autant, ils adorent aussi l'histoire, la littérature, ils sont complets. Mais je crois qu'ils ont aimé la science parce que, contrairement à ce que l'on dit souvent ou ce que l'on entend dire, ce sont des sujets qui très tôt leur ont été accessibles. Alors je ne dis pas que la science, hein, c'est toujours facile. Les premiers contacts sont possibles pour n'importe qui. Est-ce que votre éloignement géographique a été parfois à l'origine de difficultés dans votre vie de famille, dans votre couple? Non. Avec le monde de Jamie, à part la première année où il fallait enquiller les premières émissions, je pars maximum une dizaine, une quinzaine de jours, mais ensuite je passe autant de temps à la maison, sur Paris. C'est pas non plus un régime compliqué et trop difficile à supporter. Avez-vous une explication scientifique sur la réussite d'un couple? Non, il n'y a pas d'explication scientifique parce que je pense que tous les couples sont différents. Donc un couple, ça dépend des deux éléments qui le composent. Voilà. S'il y avait une théorie, ça voudrait dire que tous les couples sont identiques et que la méthode est la même pour tous. Or, ce n'est pas le cas. Donc à chacun justement de trouver sa méthode, mais moi je me méfie énormément de ceux qui professent qu'il existe une façon de faire et une théorie. Vous êtes connu aussi pour votre look un peu hipster, entre vos lunettes de vue et vos chemises à fleurs. D'ailleurs, elles sont passées où ces chemises à fleurs qui faisaient les belles heures de C'est pas sorcier? J'en ai encore quelques-unes dans mon dressing, mais ce n'est pas le cas sur toutes les émissions, mais sur beaucoup d'émissions. J'ai eu la même styliste, une personne que j'aime beaucoup, qui avait le don de trouver un look correspondant à la personnalité de celle ou celui qu'elle habillait. Elle a accentué certains traits, voilà, mais je ne me suis jamais déguisé. Alors effectivement, aujourd'hui, quand on visionne des émissions qui ont été tournées dans les années 90, ouaf, on a un choc, mais il ne faut jamais oublier que c'était dans les années 90. En parlant de look, vous portez une barbe depuis des années, mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'un nid à microbes? La mienne est assez courte, donc je pense que non, dans la mesure où je l'entretiens, je pense que non, mais parfois, sur une barbe qui est assez épaisse, assez longue, eh bien, les acariens aiment bien s'y loger et ça peut devenir un petit nid à micro-organismes. Dans Libération, qui vous a accordé à plusieurs reprises leur portrait, il était dit que vous étiez plutôt méfiant et secret quand on parle politique et argent. Est-ce que c'est parce que vous savez que tout est repris et parfois déformé sur les réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez toujours été comme ça? Je pense que j'ai toujours été comme ça parce que ça ne fait pas partie des éléments que je privilégie. Le métier que j'ai choisi, je l'ai choisi parce que j'aime écrire, j'aime construire des scénarios, j'aime apprendre et j'aime transmettre.
Ce sont les principaux éléments qui me motivent. Voilà. Alors il se trouve que quand on crée une émission, on devient auteur, qu'on a des droits d'auteur, donc on gagne plus d'argent que si l'on était simple présentateur ou journaliste, mais ce n'est pas ce qui m'a motivé à l'origine. Donc, je n'aime pas mettre l'accent sur des sujets qui ne sont pas à l'origine de mes motivations. Quant à la politique, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je préfère garder mes opinions politiques pour moi. Ça fait partie de ma vie privée et je n'ai pas à en faire état publiquement, puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et encore une fois, je suis journaliste, voilà. Je ne suis pas éditorialiste. Dites-nous une passion que l'on ne vous connaît pas du tout sauf scientifique. Ça peut être le foot, l'escalade, les romans à l'eau de rose. Je ne suis pas le seul à l'avoir, et ça n'a rien d'original. J'adore faire la cuisine. Pourquoi j'adore faire la cuisine? Cuisiner, peut-être parce que ce sont des moments où justement je pense à autre chose. Voilà. Étant donné que je ne suis pas un expert, que je le fais juste par goût, voilà, et par plaisir, eh bien, je suis obligé de me concentrer sur ce que je fais. J'adore aussi le jardin. Alors, j'adore avoir les mains dans la terre. J'adore observer finalement la nature, mais même la nature que l'on a à nos pieds. J'adore l'odeur de la terre, j'adore marcher en forêt. Il y a certains arbres que j'adore tailler mes arbres. Ce sont des passions, somme toute, assez simples, mais qui ne sont pas des passions dévorantes. Vous êtes devenu une figure emblématique du petit écran, désormais de YouTube, et vous avez même le droit à des mèmes à votre effigie. J'ai vu sur les réseaux sociaux certaines personnes confier qu'elles avaient même appelé leur chat Jamy. Ça vous fait quoi? Je ne savais pas que des chats s'appelaient Jamy. Je sais que mon prénom a été utilisé, des enfants portent mon prénom. Voilà. Alors ça, c'est plutôt sympa. C'est même émouvant de savoir qu'il y a des petits Jamy ici ou là. Donc ça fait plaisir, évidemment. Est-ce qu'on arrive quand même à vivre tranquille quand on est Jamy Gourmaud? Oui, oui, pour plusieurs raisons. On me pose souvent cette question. Mais toutes les émissions que j'ai faites ne sont pas des émissions polémiques. Donc, on ne me jette pas des tomates sur la tronche. Et quand je croise des personnes qui font partie de la communauté des épicurieux, ou bien des personnes qui ont suivi les émissions, ou qui ont lu les livres, il y a un contact plutôt bienveillant. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. Et puis il y a des petites techniques aussi pour se protéger. Voilà. Il m'arrive très fréquemment de prendre le métro, et je sais, dans le métro, me protéger. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.